Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florian Roger est avec nous, le responsable de la stratégie d'investissement de BNP Paribas CIB. Bonsoir Florian. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Mathieu de Clermont de nous accompagner également. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Vous êtes directeur des investissements, assurances et stratégies réglementaires chez Allianz Global Investors. Et Vincent Lecartier est également à nos côtés. Bonsoir et bienvenue Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là également. Vous êtes responsable de l'allocation d'actifs de WeSave, dernier jour du mois, du trimestre, du semestre également. Qu'est-ce qui marque pour vous ce mois de juin sur les marchés, Vincent? Je vais donner quelques descriptions des tendances qu'on a pu voir. La première d'entre elles étant de voir le groupe des Mag 7 qui ont été quand même des leaders de marché au cours des dernières années importants, c'est le moins qu'on puisse dire. On a vu ce groupe baisser de 10%. Alors, passant le relais effectivement à l'indice des semi-conducteurs aux États-Unis qui lui continue de flamber. On est clairement sur de la rotation et sur des convictions qui ont l'air de s'installer sur le fait que les Mag 7, pour la plupart d'entre elles, dépensent trop, auront du mal à rentabiliser l'intégralité des investissements qui sont faits dans l'intelligence artificielle, dans les data centers, et que du coup, il faut les sanctionner parce qu'elles ne peuvent pas verser autant de dividendes, elles ne peuvent pas pratiquer autant les rachats d'actions que ce qu'elles pouvaient faire auparavant. Donc il y a un doute croissant sur cette thématique. Et il y a un changement de statut là pour ces entreprises. Alors évidemment, elles sont un groupe de 7, chacune a son positionnement, ses particularités, ses différentes verticales de business, etc. On passe de sociétés asset light à des sociétés qui sont de plus en plus industrielles, donc avec des capex qui vont être récurrents. Une fois que les data centers auront été installés, il va falloir les entretenir. Donc il y aura bel et bien des dépenses récurrentes à faire sur les prochaines années. Donc je pense que c'est bel et bien un modèle économique qui est questionné. Alors ça ne veut pas dire que l'histoire s'arrête, mais je pense que pendant un petit moment, les investisseurs vont être un peu plus prudents à l'égard de ces sociétés. Et ça se retrouve du coup, parce que c'était des poids majeurs dans les indices, ça se retrouve évidemment dans les performances. Donc on retrouve par exemple effectivement l'indice S&P équipondéré qui surperforme le S&P traditionnel. Pourquoi ? Parce que effectivement, ces poids lourds ne contribuent plus comme elles devraient. Moi, ce qui me fascine, c'est de voir que l'indice complet des Mag 7 est dans le rouge sur l'année de 2%. Pour le début de l'année, depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année de 2%. Et que quand on regarde toutes les composantes, les 7 composantes, y compris Nvidia, sont inférieures au Nasdaq 100. Donc il y a bel et bien une sous-performance, y compris Nvidia. Donc il y a quand même des choses, des questions à se poser. Donc le marché est bel et bien en train d'imaginer que la valeur ajoutée est en train de se déplacer de certaines sociétés vers d'autres, et donc il faut procéder à des arbitrages. Donc là, je pense que la grande question maintenant, elle va être de savoir si ces sociétés vont persister dans l'ampleur de leurs investissements, ou est-ce qu'elles vont lever un peu le pied ou essayer de calmer un petit peu le jeu des hausses tarifaires permanentes, à la fois côté énergétique et côté puce électronique. Donc d'essayer de mettre un peu la pression sur tous les fournisseurs pour leur rappeler que c'est quand même elles les donneurs d'ordre et qu'à un moment, ça se respecte. Donc je pense qu'il faudra regarder avec vraiment encore plus d'attention les publications de ces sociétés ce trimestre-ci, parce qu'il suffit que l'une d'entre elles lance le message comme quoi elle va ralentir la croissance de ses investissements. Et là, je pense que ça ferait très très mal en termes de rotation de nouveau pendant l'été. Et évidemment, ça se traduira tout de suite sur le secteur des semi-conducteurs. Logiquement, oui. Comme en plus le secteur est en train de lancer des gros plans d'investissement, si on se projette, ça veut dire que je ne sais pas combien de temps il faut exactement pour arriver à une usine à maturité. Mais de toute façon, le pricing power des sociétés de semi-conducteurs va diminuer avec le temps. Donc pour peu qu'il y ait une forme de coïncidence entre le moment où vous lancez des investissements et le client qui vous dit finalement j'ai plus autant besoin de vous, ça peut faire très mal en bourse. Oui.
Comment vous regardez effectivement cette mécanique de marché? Alors c'est tout pour les pelles et les pioches, les fabricants de semi-conducteurs, et puis alors on va chercher évidemment dans le détail, on se déplace de goulet d'étranglement en goulet d'étranglement. Donc là c'est les puces mémoire qui sont évidemment sur le devant de la scène, Florian, avec un rapport de force qui est très clairement en faveur des semi-conducteurs, hein, un secteur historiquement quand même très cyclique, qui semble avoir trouvé une manière de contractualiser aussi différente, qui permet d'offrir peut-être un peu plus de visibilité que lors des cycles d'investissement précédents. Ce cycle-là étant évidemment un cycle sans parallèle ou sans commune mesure dans l'histoire. Bon, déjà, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels je suis d'accord à travers votre question. On est dans un cycle d'investissement. Ça, on en parle depuis un petit moment. Si on regarde simplement les secteurs liés à l'investissement par rapport aux secteurs liés à la consommation sur 3 ans, on fait en Europe 90% de surperformance. Donc en fait, on est la principale ligne de démarcation aujourd'hui. C'est pas cyclique contre défensif ou value contre growth, c'est investissement contre consommation. On a eu des annonces d'investissement qui étaient stratosphériques pendant la saison de résultats, qui a montré qu'on avait une forme de surinvestissement. Donc en fait, ce qui va terminer ce cycle des affaires, c'est une problématique de profit. C'est-à-dire qu'on est dans un cycle d'investissement, et je suis entièrement d'accord, dans la saison de résultats, au moment où on aura des déceptions sur les annonces de CAPEX ou sur les chiffres d'affaires, c'est là où on risque d'avoir une correction de marché. Et tout simplement, hein, on se rappelle la macroéconomie classique, le coût marginal en fait est croissant, la rentabilité marginale est croissante. Et donc voilà, on arrive à avoir, on a de plus en plus d'investissements, on voit les entreprises qui mettent en place de plus en plus en fait l'intelligence artificielle, de plus en plus de consommation de composants, et donc on a ces tensions sur les prix, donc on a le coût marginal qui monte, et on va regarder dans saison de résultats par saison de résultats la rentabilité marginale. Donc nous, ce qu'on a fait dans notre allocation d'actifs à partir de mi-mai, c'est quand même de réduire un petit peu le risque en se disant on sort d'une saison de résultats qui était hyper porteuse. On arrive dans un news flow macroéconomique qui est un petit peu plus compliqué, et après, il faudra être très pragmatique, saison de résultats par saison de résultats. Mais en tout cas, ce que montre le mois de juin, c'est qu'effectivement, on a des signes supplémentaires en fait de surchauffe en termes d'investissement, parce qu'on a cette tension qui arrive sur les composantes de l'IA. Les montants deviennent, oui effectivement, enfin, on a du mal à relier des perspectives de rentabilité au regard des montants, alors qu'on cumule, qui sont agrégés. Il faut sans doute faire le tri un peu dans tout ça, mais les doutes sont plus que légitimes aujourd'hui, Florian? Ouais, après, là, en fait, les chercheurs d'or sont les gagnants du cycle d'innovation passé. Donc, en fait, ils ont les reins solides. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus être trop noir aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est qu'on a plus d'inflation autour de l'IA. Donc, il y a plus de pression. Il y a des signes supplémentaires, en fait, de surinvestissement. Maintenant, voilà, il faudra être très pragmatique sur les saisons de résultats. En tout cas, tout ça, ça mène à être un petit peu plus prudent globalement sur l'allocation d'actifs. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit les actions mi-mai, et on a remis un peu de dette européenne en se disant, on en parlera après, mais que sur les taux européens, on était vraisemblablement sur le taux Bund sur un point haut en fait mi-mai. Ouais, bon, des investissements évidemment qui nécessitent des appels au marché, que ce soit sur les marchés d'equity, mais également désormais sur les marchés de la dette. Et j'en viens à vous, Mathieu, bien sûr. On commence à suivre la manière dont se comportent les obligations des Google et autres, etc. sur le marché. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là? Il y a eu de l'appétit au primaire, ça, il n'y a pas de doute, je crois. Alors je prends l'exemple de SpaceX, qui est peut-être pas le bon exemple, mais on a vu qu'en quelques jours, les 20 milliards de bonds qui ont été émis ont déjà mal vécu sur le marché, Mathieu. Tout à fait. Donc, si on fait le parallèle avec ce qui s'était passé au premier trimestre et au début du deuxième trimestre, les émissions étaient très bien absorbées. Je pense qu'il y a un facteur rassurant qui est le rating de toutes ces magnifiques events qui reste élevé par rapport à d'autres, et on peut comparer aux emprunts souverains, notamment de la zone euro. Et de manière justifiée, ces ratings-là, parce qu'on peut toujours débattre du bon rating, mais pour ces boîtes-là, c'est des ratings qui sont solides. Les perspectives restent bonnes. Après, tout ce qui vient d'être dit, effectivement, c'est des choses qu'il va falloir identifier, notamment pour la dégradation des bilans. On a annoncé aussi des émissions d'actions pour financer, donc il y a une sorte d'équilibre dans les balance sheets, qui est plus, en tant que détenteur de dette obligataire, une bonne nouvelle. Ça a été, et donc pour répondre à la performance, sur la performance, ça ne s'est pas dégradé. C'est-à-dire que ça n'a pas non plus très bien performé, mais ça ne s'est pas dégradé. Et c'est un peu à l'image du crédit aujourd'hui, c'est qu'on est dans un marché où on porte les obligations, donc on fait du carry, on fait du portage. Les primes de risque, comme sur les marchés actions, sont très faibles, sont très serrées, sont pas très rémunératrices. Par contre, le niveau de taux absolu est intéressant, donc les gens y vont, et ils sont en stratégie de portage, parce que, comme toujours, le premier qui sort,
il ne veut pas être le premier à sortir si le marché ne lui donne pas raison. Et comme le portage coût cher, on parlait du Bund qui est monté autour de 3,20, ça a peut-être été un point haut. Il faut se dire que si c'est monté à 3,20, avec une prime de crédit, on était au-dessus de 4%. Donc il y a des gens qui sont venus investir sur ces niveaux-là. Les courbes de taux étaient pentues. Ça s'est revenu un petit peu. Et donc ça a été des facteurs de soutien pour la dette obligataire. Il n'y a pas eu d'accident. Et au mois de juin, si on se réfère au mois de juin, on parlait de la macroéconomie, finalement, les indicateurs sont meilleurs qu'attendus. Ce qu'on appelle les indices de surprise sont meilleurs qu'attendus. Et ça vient aussi donner du fuel un peu, au rassurer un peu. C'est-à-dire que les perspectives macroéconomiques, on a peut-être vu aussi un peu le point bas tel qu'il était pricé par le marché. Et la contrepartie de ça, c'est que les taux, en absolu, n'ont pas beaucoup de raisons de baisser, c'est ça, Mathieu ? C'est un peu notre scénario central. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peut-être... pris ce qui devait être pris notamment sur le marché européen, on est autour de 2,80, on vient de 3,20. Si la macro s'améliore un petit peu, l'inflation, ce que vous dites en fait, ça veut dire aussi que l'inflation va rester plus élevée plus longtemps. En face de nous, on a une banque centrale, peut-être qu'on va y revenir, qui agit, ce qui était aussi un des éléments marquants du mois de juin. Et ça veut dire aussi que les taux doivent garder des primes de risque plus élevées. Dans les autres primes, vous l'avez évoqué, il y a le financement des États, le financement des déficits, l'absorption de cette dette. Et donc ça, c'est des éléments qu'il va falloir suivre dans les mois qui viennent. Ouais. Pour revenir à l'IA, parce que évidemment, on a parlé des Max 7 sur la partie action, le poids des Max 7 dans les indices actions, alors peut-être c'est un peu réduit au cours du mois de juin, mais reste un poids évidemment très important dans les indices, dans la performance passée des indices. Qu'est-ce que représentent ces entreprises désormais dans les indices de crédit ? Parce que les émissions sont tellement jumbo qu'on se dit que ça va vite se voir dans les indices également de crédit. Ça se voit déjà en termes relatifs, on va dire. C'est-à-dire qu'en gros, sur un an, ça a doublé le poids. On est autour de 1% des indices européens aujourd'hui de l'exposition corporate. Après, ça dépend si vous retraitez les hyperscalers, mais il faut pas... Bon, on va dire 1 à 1,2%. C'est autour de 6-7% dans les indices américains. Donc ça reste limité quand même, alors. Pour moi, ça reste limité, sauf que les programmes de CAPEX qui ont été annoncés doivent faire en sorte qu'ils doivent revenir et mettre de la dette. Ouais. Donc ça veut dire que la limite de l'exercice, c'est de dire, en tant qu'investisseur, combien je peux absorber dans mon portefeuille de cet émetteur et de cet autre émetteur. Et après, il y a les risques de corrélation. Donc si vous êtes sur l'un, sur l'autre, potentiellement, c'est exactement le même risque, avec des degrés un peu divers. Et une mauvaise nouvelle sur l'un peut contaminer un autre émetteur, et donc il y aura des effets de sous-performance. Et ces effets de boucle, ils peuvent inquiéter quelques investisseurs. Oui. Ouais. Donc je pense qu'il faut garder un peu de marge de manœuvre, continuer à avoir des diversifications importantes, sachant qu'ils doivent financer, donc ils vont revenir. De toute façon, ils vont revenir. Ça, c'est un... Oui, ils reviendront. Voilà. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la construction des indices crédits, on l'a expliqué ici, est très différente de la construction des indices actions. Plus vous êtes endetté, plus vous êtes leveragé, plus votre poids est important. Donc les ratios d'endettement par rapport aux fonds propres ou autres sont importants à prendre en compte. Et de ce point de vue-là, ces entreprises-là sont pas les plus dégradées. Ce qui est donc plutôt bon pour un indice obligataire. C'est qu'aujourd'hui, le poids du triple B... Donc ça amène de la qualité, là, dans les indices. De la qualité relative par rapport aux autres. J'ai vu que même SpaceX était B2A1 chez Moody's. Dingue, hein. Comme quoi tout est possible. Vincent, comment on se diversifie ? S'il y a une question pour les gérants professionnels que vous êtes de gestion du risque, comment on gère ce risque IA ? Parce qu'évidemment, j'imagine que c'est impossible face aux clients, en tout cas, de dire on sort complètement de cette thématique. Et puis, il y a quand même la conviction que c'est quelque chose qui va transformer une partie de nos industries, de nos services. Mais comment on gère ce risque assez immédiat, peut-être ? Il faut pas être à l'écart. Déjà, ça c'est la première des choses. Donc d'une manière ou d'une autre, il faut être exposé. Mais par contre, je pense qu'il faut se discipliner à prendre des bénéfices systématiquement. Alors, soit vous êtes exposé directement sur la thématique et au-delà de X%, vous prenez des bénéfices, soit vous faites ce que nous on a fait, c'est-à-dire que vous basculez progressivement d'un S&P traditionnel vers un S&P équipondéré, ce qui fait que vous érodez en fait, vous érodez mécaniquement, exactement. Un des sujets pour nous, c'est quand même à terme, pas aujourd'hui, mais à terme, la question de la mutualisation entre les obligations d'entreprise
entreprises et les actions, parce que pour nous, la thématique se croise quand même. C'est-à-dire qu'on parle des Mag 7, mais il y a aussi d'autres petites sociétés sur l'énergie ou je ne sais quoi, qui, elles aussi, sont en réalité dans le même thème. Ouais. Et lorsqu'on aura le problème sur l'un, c'est toute la chaîne, en fait, qui risque d'être affectée. Donc la mutualisation interclasse d'actifs, elle n'est pas forcément aussi pertinente qu'auparavant. Donc assez logiquement, je pense que même si c'est pas facile, il faut rester sur les matières premières. Donc paradoxalement, sur des actifs qui sont volatiles, mais qui sont encore décorrélés. Pour les courageux, nous on peut pas dans notre allocation, mais à la limite même des cryptos ou des choses complètement exotiques vous apportent une vraie décorrélation. Alors ça veut pas dire que j'ai envie d'être exposé sur cet actif, mais à la limite, je préfère rechercher vraiment une décorrélation complète. Donc l'or ou des actifs de ce type-là qui aujourd'hui marchent mal. Mais c'est pas évident à trouver. Des actifs ou des secteurs qui auraient très peu de lien avec le thème de l'IA, c'est pas évident à trouver. Alors ensuite, si, vous pouvez faire tous les shorts. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de hedge funds qui font du long short, donc ils se mettent long des semi-conducteurs, short des sociétés de logiciels. Voilà, vous faites une prière pour avoir un timing à peu près correct. Parce que déjà être long, c'est pas toujours facile. Voilà. Être short, faut quand même être bien préparé. Non, mais je parle pas d'être, je parle pas d'être short. Je parle de se positionner sur la patte short. Des hedge funds. Autrement dit, vous allez sur ce qui a été survendu, survendu, ou en tout cas extrêmement vendu par les hedge funds, donc les éditeurs de logiciels, et vous faites une prière pour qu'effectivement votre timing ne soit pas trop mauvais. Ouais. Parce que la bourse est capable d'appuyer. On a rebondir quand même. Oui, mais en relatif, voilà. Oui. Je parle pas de SAP, Capgemini, mais des éditeurs ou des sociétés de cybersécurité, par exemple, dans l'univers du software plus spécifique. On a vu déjà quelques rebonds, non ? Oui, tout à fait. Mais le problème, c'est est-ce que c'est suffisant comme décorrélation, et ça n'était pas forcément des phases décorrélantes. Ouais. C'est-à-dire que vous avez bel et bien eu des sociétés de ce type-là qui ont remonté, mais elles remontaient en même temps que les sociétés de semi-conducteurs. Donc elles n'ont pas joué leur rôle décorrélant. De mon point de vue, en tout cas, c'est que c'était des mauvais chevaux. C'était des bonnes performances, mais la recherche de décorrélation qu'on pouvait avoir, c'était pas forcément là-dessus en fait qu'il fallait aller. Sinon, vous allez CF le thème investissement versus consommation, vous allez sur les sociétés de consommation. Vous mettez du luxe, de la pharma, des thématiques qui ne veulent pas marcher depuis une éternité. Il faut se rappeler qu'en 2000, quand on a eu le crack des technos, de l'internet, il y a toute une partie de la cote qui a monté cette année-là. Et c'était toutes celles qui, justement, étaient shortées ou complètement délaissées, sous-pondérées par les investisseurs, et qui, du jour au lendemain, a retrouvé les investisseurs ont retrouvé un appétit. Voilà. Presque. Ouais. Ce phénomène d'high-inflation, là, le consommateur américain peut y résister aujourd'hui, Florian ? Il résiste grâce aux effets richesse, très clairement. Ouais. Après, si on fait création d'emplois fois salaire horaire fois heure travaillée, le revenu réel est en territoire négatif. Ouais. Donc, il est quand même affaibli. Nous, on se dit, l'accord autour de la fin du conflit est une bonne nouvelle. Et puis, on a une forme d'équilibre, en fait, non coopératif, puisque on se rapproche des midterms, on sent bien que l'administration américaine n'a pas envie d'y retourner. L'Iran, en fait, de la même manière, il s'agit d'éviter en fait un retour à la guerre. Donc voilà, on a quelque chose qui permet une baisse des prix du pétrole. Maintenant, il y a beaucoup de stocks à reconstituer. Et si on regarde sur les pays non OPEP, on a beaucoup de puits qui vont maturer en fait à partir de l'année prochaine. Donc nous, on a un scénario où on se dit les prix du pétrole peuvent difficilement baisser en dessous de $80 à moyen terme. On se dit sauf si l'OPEP venait à éclater, où là, ça peut changer effectivement en fait l'offre sur le marché, mais sinon on n'aura pas énormément quand même de support sur la consommation des ménages. Après, pour revenir en termes de diversification, nous, ce qu'on a beaucoup poussé chez BNP Paribas, c'est les stratégies de dispersion. En se disant, on a des disruptions qui sont en train géopolitiques, technologiques. On a dit tout à l'heure, là, il y a un bout de surinvestissement, ça se voit parce qu'il y a un peu plus d'inflation sur la partie équipement. Si les chercheurs d'or, donc les hyperscalers, veulent arriver à résister, va falloir qu'ils mangent, en fait, effectivement un certain nombre de logiciels, c'est ce qu'on a vu sur le mois de janvier. Donc là, on doit avoir beaucoup plus de dispersion en fait de performance. Donc aujourd'hui, sur la partie action, jouer la dispersion, ça a beaucoup de sens pour se décorréler. Sur la partie taux, fondamentalement, les taux longs, c'est la résultante de l'équilibre entre l'épargne et l'investissement. Bien sûr. En mars-avril, où on a eu le plus d'investissement ?
aux États-Unis, beaucoup plus qu'en Europe. Donc nous, ce qu'on a beaucoup poussé, c'est un peu plus en fait de position de duration en Europe, mais surtout un écartement entre les taux européens et les taux américains. Et le troisième point, on est dans un cycle qui est structurellement plus inflationniste. Je suis d'accord. Le meilleur hedge contre l'inflation historiquement, c'est les matières premières. Ouais. Comment on joue la dispersion ? C'est quoi ? C'est le stock picking, notamment. Ouais, il y a des stratégies pour jouer la dispersion. Sur des secteurs, on se dit, par exemple, dans le secteur des logiciels, on se dit, les gens se sont dit, pour que les hyperscalers arrivent à assurer leurs résultats, il faut que finalement ils aillent manger dans le secteur des logiciels. Mais tous les logiciels n'ont pas la même exposition. En fait, il y en a qui sont assez proches des data, qui arriveront bien à résulter. Il y en a qui ont des solutions assez uniques et qui sont plutôt en danger. Et donc, c'est dire, dans ce secteur, finalement, il y a beaucoup plus de dispersion de performance. Et là, en fait, ça vous permet d'avoir de la décorrélation. Bon, sur la partie taux obligataire, en lien évidemment avec les banques centrales. Comme vous le disiez, Mathieu, le mois de juin a été marqué par des discours et des actes également, quand on en vient à la Banque Centrale Européenne, réunie en plein symposium à Sintra. Alors, j'ai pas suivi toutes les prises de parole, mais on comprend quand même, même si la BCE a monté ses taux la veille ou l'avant-veille de l'accord d'Ormuz, il renie absolument pas cette hausse de taux qui était valable dans tous les scénarios, comme le rappelle à chaque fois Christine Lagarde. Non seulement il la renie pas, mais certains sont même en train d'expliquer que malgré la baisse des cours du pétrole, il y a peut-être une pression sous-jacente de l'inflation en zone euro qui pourrait nécessiter une nouvelle action autour du mois de septembre. Je crois que le mois de juillet peut-être sera un meeting un peu plus tranquille, puisqu'Ormuz rouvre en partie, mais septembre va être un meeting sans doute très ouvert. Ouais, je crois que Philippe Lane a confirmé aujourd'hui qu'il y avait une fenêtre ouverte pour une deuxième hausse de taux en tout cas. C'est vrai que depuis que les cours du pétrole ont baissé, et même par rapport à leur scénario, ça a pris un peu de plomb dans l'aile, si on peut dire les choses comme ça, pour une hausse future. Cela dit, s'ils ne veulent pas qu'on les critique, de toute façon, on va les critiquer. Oui, ils seront critiqués. Mais s'ils ne veulent pas être critiqués, je pense qu'ils vont devoir délivrer une deuxième hausse. Mais ils sont aussi en train de gagner du temps, et à chaque fois, dans leur message, ils ne veulent pas se désancrer des données macroéconomiques. Donc l'inflation, tout à l'heure, Pauline rappelait les chiffres d'inflation qui sont sortis aujourd'hui. Il y en a qui vont sauter dessus en disant « Regardez, les chiffres de mois de juin sont un tout petit peu en deçà de ce qu'on attendait. » Et ça va peut-être donner un peu d'eau à ceux qui ont soif pour dire « Il ne faut pas monter les taux plus que ça. » Moi, j'adhère à ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que l'inflation va rester potentiellement plus haute plus longtemps. Les scénarios de prix du pétrole tels qu'ils sont faits aujourd'hui avec les forwards qui ont déjà tout remis en cause... Enfin, moi, ça me paraît, en tant que gérant obligataire, je le subis, comme mais ça me paraît pas cohérent. Il peut y avoir des tensions sur le marché du pétrole. Enfin, il y a plein de choses qui sont là. Et donc, c'est-à-dire vous êtes étonné par la vitesse à laquelle les prix se sont normalisés pour revenir à leur... Je suis pas un spécialiste, mais je suis très étonné par la manière dont le marché... anticiper les choses, c'est-à-dire que c'est sur l'inflation, c'est segmenté de 1 à 3 ans maximum l'effet de la hausse d'inflation, et après, ça n'a pas du tout bougé, voire ça a même baissé, c'est-à-dire qu'on est dans un trend de désinflation lié par les investissements sur l'IA, sauf que ce qu'on vient de dire, c'est que les investissements sur l'IA, ils ont un prix. Pour l'instant, ils génèrent de l'inflation. Voilà. Donc il va falloir voir si c'est sur la productivité et ce genre de choses. Donc moi, oui, j'ai été surpris, on a été surpris. L'autre élément, c'est que ils ont acté, mais la Fed, on va peut-être en parler, a changé de banquier central. Et ça a été acté par les marchés aussi. C'est-à-dire que les courbes de taux se sont aplaties. Le 10 ans est aujourd'hui plus bas qu'il n'était il y a quelques semaines, mettant de côté toutes les autres primes de risque. Les budgets, les déficits, tout ça, ça a disparu. Et ça a ancré les taux courts et les taux longs sont revenus, se sont un peu normalisés, en effaçant un peu de primes d'inflation. Donc je pense qu'il faut... prendre un peu de distance par rapport à ce mouvement de marché là. Moi, je pense qu'il faut être un peu modéré. Il faut garder un peu de. Je pense que ça milite moins pour être longue duration. Donc nous aujourd'hui, on était plutôt neutre. Je pense qu'on va rester un peu neutre sur la duration plutôt que de garder des positions longues. Par contre, il faut pas être trop, comme je disais tout à l'heure, le portage, c'est quelque chose d'important. Jouer tout de suite que ça s'écarte et que les taux se retendent, c'est un peu chaud, comme la température actuelle. Ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de capter ce genre de mouvement. Exactement. Donc nous, on n'a pas fait ce choix-là. Par contre, il y a un choix, on parlait tout à l'heure de la dispersion. Je pense que nos équipes d'analyse crédit et nos équipes de gérants de crédit font ce travail de dispersion
en allant regarder chaque dossier par dossier, et voir effectivement les faibles resteront faibles. Ils ne vont pas retrouver demain des heures de gloire, donc il faut vraiment regarder ça de manière... On parlait des logiciels, typiquement, il y a des noms comme Oracle, j'ai pas de vue sur Oracle, mais ça fait partie de l'actualité, et ça fait partie des noms qui sont très volatiles. Donc pourquoi aller s'exposer sur un nom volatile alors que je peux trouver un nom qui est de meilleure qualité, puisque j'ai pas une vue très certaine. Et l'autre élément dont on a parlé justement, le Japon a fini la course à la hausse des taux, à la pontification avec les taux longs qui atteignent des niveaux insoupçonnés. Sauf que le régime de la banque monétaire, de la banque centrale japonaise, c'est un régime de normalisation. C'est un cycle qui a commencé déjà depuis le début de l'année ou la fin de l'année dernière. Des taux réels encore très négatifs au Japon. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis il y a des packages de dépenses budgétaires et fiscales qui vont arriver, de soutien. Mais c'est la seule banque qui est en normalisation, donc c'est la seule courbe qui s'est pontifiée. Alors que toutes les autres courbes, globalement, se sont aplaties. Ils ne normalisent pas assez vite au Japon ? C'est ce que demande le marché ? Non, alors nous, on est assez cohérent. On trouve que c'est assez cohérent d'avoir ces petits pas, comme on dit, comme l'ont eu beaucoup de banques centrales. D'accord. Donc ça paraît assez cohérent. Ouais. Bon. Et le fait que le yen glisse comme ça, de manière permanente, c'est aussi gérable. J'aime pas beaucoup ce mot, mais... Alors c'est assez... Je me souviens quand on s'était vu il y a quelques mois, on en avait parlé. Est-ce que c'est la fin du fameux carry trade japonais ? On disait que oui. En fait, finalement, peut-être pas tant que ça aujourd'hui. Ça n'a pas eu des effets. Moi, je suis assez partisan, et je l'avais déjà dit il y a 6 mois, que quand les taux longs japonais bougent, ça devrait avoir des impacts sur toutes les courbes de taux. Et je pense qu'on devrait voir assez rapidement s'il y a des recorrélations sur les taux longs européens et japonais. Ouais. Bon, sur alors ces mouvements de courbe, et puis peut-être aussi sur le dollar... Le dollar a retrouvé un potentiel de refuge au moment de la crise du Golfe. Avec le pétrole, c'était les deux baromètres des tensions géopolitiques. L'un s'est complètement détendu, le pétrole. Le dollar, lui, continue son sourire. Il y a Kevin Warsh qui a débarqué. Je pense que c'est vraiment ça le sujet. Le dollar, c'est Kevin Warsh. Je pense qu'il est passé d'un discours... On attendait en fait un discours très accommodant, très soumis à Trump, et on se rend compte que sur la partie taux d'intérêt, il y a un doute. C'est-à-dire qu'on sait que le comité, pour le moment, est plutôt à vouloir durcir, alors que lui, il s'exprime pas trop, en réalité, sur le sujet. Je pense que le fait d'avoir créé des comités multiples, c'est probablement pour attendre. Je soupçonne que ce soit ça, c'est-à-dire d'essayer d'empêcher le reste du comité de relever les taux et de sortir du chapeau des différents comités des bonnes raisons pour ne pas relever les taux, voire même pour les baisser. Notamment toute l'argumentaire autour de la productivité liée à l'intelligence artificielle. Pour moi, le vrai sujet, en fait, c'est beaucoup plus la question du bilan de la Fed, qui, si on regarde, il remonte à l'heure actuelle discrètement, mais il remonte. Donc le vrai sujet, pour moi, il est là, c'est que la dette sur PIB, c'est plus de 120%. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette dette, sachant que les maturités sont plutôt courtes. Je pense que ce sera une nouvelle relation spéciale entre la Fed et le Trésor. Voilà comment on va régler ça. Ça fait partie quand même d'un discours, du package que Kevin Warsh veut apporter. Oui, mais quand on voit alors moi, j'ai pas de problème avec le fait de freiner et d'accélérer en même temps, c'est-à-dire de freiner sur la partie bilan et de baisser les taux d'intérêt. Encore faut-il qu'il y ait une bonne coordination entre les deux mouvements et que l'ensemble du comité soit en phase avec cette idée. Donc il y a un soutien, quoi. Ensuite, le problème, c'est que quand bien même vous baissez les taux, est-ce que votre dette reste attirante, sachant que vous avez quand même une problématique de gouvernance, globalement, d'appréciation qui est faite par le reste du monde de votre dette. Donc quand bien même vous baissez les taux directeurs, est-ce que vous n'êtes pas obligé de maintenir des rendements relativement élevés pour continuer de capter les capitaux internationaux ? Donc si vous ne faites pas d'efforts budgétaires pour réduire un petit peu la masse de dette à émettre, à un moment, ça va coincer. Sur Warsh, vous vouliez vous exprimer, Mathieu. C'est quoi sa feuille de route, alors ? La feuille de route, malheureusement, je la connais pas, j'aimerais bien la connaître. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un shift assez violent vers l'inflation, ce qui paraît logique quand on regarde les marchés de taux d'intérêt.
l'économie américaine. Et c'était déjà avant la crise du Golfe. Hein. Oui. Alors... Je me souviens, Powell quand même expliquait qu'on n'avait pas encore encaissé tout le choc des tarifs, qu'il fallait se méfier, et des indicateurs d'inflation avaient quand même déjà tourné en début d'année. Hein. Et on parlait de la référence à l'emploi, il n'y a plus de référence à l'emploi quasiment. Donc c'est vrai que Oui, quasiment plus de communiqué non plus. Hein, oui, donc, mais... il y a plus de... Non, mais donc c'est vrai que donc ça c'est un élément de potentielle volatilité sur la lecture de la Banque centrale américaine, de la manière dont les opérateurs ou les investisseurs voient la courbe des taux américaine. Je souscris à ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que les trillions de dettes à refinancer l'année prochaine, il va falloir les placer. Ça a un coût, la trajectoire du CBO, elle est pas bonne. Enfin, il y a plein d'éléments qui vont revenir. La gouvernance, on en a parlé l'année dernière. Donc, tout ça, ça va pas disparaître du jour au lendemain. Donc ça, c'est des phénomènes qu'il va falloir observer dans les semaines qui viennent. Ouais. Bon, et c'est normal que le dollar se raffermisse encore aujourd'hui, coup quand on a une banque centrale qui passe de baisser les taux à monter les taux, les gens faut que le prix se retrouve quelque part. J'entends. Pareil, la zone euro, du coup, on a un peu pâti. Peut-être que ça reviendra après. Alors qu'on est en train de monter les taux, finalement, l'euro s'est pas apprécié. Non. Mais j'ai envie de faire un petit parallèle avec la Coupe du Monde de football, quoi. Aujourd'hui, c'est plus facile de parier sur celui qui doit gagner que sur celui qui doit perdre. Typiquement, on aurait parié que certaines équipes gagnaient violemment hier soir, elles ont perdu. Pensez à l'Allemagne. Je pense potentiellement à l'Allemagne. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde parie que la Banque Centrale Européenne va monter les taux. C'est plus facile d'être dans ce camp-là, même si la cote, elle n'est pas très élevée. Ouais. Et en fait, pour moi, ça ne changera pas grand-chose si elle ne fait rien, si l'inflation reste mesurée. Et pareil pour moi sur Kevin Warsh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un équilibre. On n'a pas assez d'éléments, on ne connaît pas ce qui va se faire dans les comités. Il y a eu un communiqué, une conférence de presse. Sintra, je pense que vous l'avez dit, ça peut être intéressant. Ouais. Puis après, il y aura au mois d'août aussi. Donc, il va falloir, Jackson Hole, il va falloir regarder un peu comment on s'acclimate de tout ça. Ouais, c'est ça. Il y a une phase d'adaptation au nouveau chair de la Réserve fédérale américaine qui est moins dans la continuité. C'était peut-être plus facile de passer de Bernanke à Yellen, de Yellen à Powell. C'est peut-être là, il y a peut-être un temps de réadaptation un peu nécessaire. Sur Warsh, le dollar, Florian? Tout à fait. En fait, ce qui marque énormément quand même avec l'administration américaine, c'est la distance entre le narratif et la réalité. Et donc, on a eu un narratif qui était autour de la baisse des taux, en disant aux États-Unis, en gros, il y a un problème de croissance, et en fait, aux États-Unis, il y a un problème d'inflation. Et donc, première réunion de politique monétaire, pour des raisons de crédibilité, on avait retour à cette idée de contrôler la stabilité des prix. Après, je ne sais pas si vous avez noté, le mot qui a été le plus utilisé par Kevin Warsh dans sa conférence de presse, de loin. Price stability ? Non, c'est pas prix, c'est pas marché, c'est pas inflation, c'est taxe, force, c'est groupe de travail. Oui. Donc on a bien, c'est 26 fois. Il en a rigolé lui-même. 26 Pour chaque problème, il y a une task force. Mais en fait, ça veut dire qu'en fait, il y avait un élément de langage qui voulait faire passer, il y a une énorme revue stratégique, en fait, de la part de la Fed. Donc là, ce qui va gêner cet été, c'est qu'en fait, les chiffres de l'emploi risquent d'être plutôt supportifs d'un scénario inflationniste. Nous, on a l'idée que là, je dis, on aura 130 000 créations d'emplois. Il ne faut pas de création d'emplois, en fait, aujourd'hui, pour faire baisser le taux de chômage. Donc, il y a un risque de baisse du taux de chômage. Ça risque d'appuyer un peu sur le dollar à la hausse, encore. Ah. Après, là, on a eu Warsh qui s'est recrédibilisé, notamment vis-à-vis du board. Attention au retour au narratif. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est dans un cycle désinvestissement. Pourquoi ? Parce que les États-Unis se disent il faut qu'on réinvestisse parce qu'on est en concurrence frontale vis-à-vis de la Chine. Si on veut soutenir l'investissement, il va falloir limiter la volatilité sur la partie longue. Donc Warsh nous a énormément parlé de la réduction du bilan pendant la campagne. Finalement, sur les mesures non conventionnelles, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a retiré la forward guidance. Le bilan, c'est dans un groupe de travail. La forward guidance, c'est la partie courte de la courbe, d'où l'appréciation du dollar. Sur le bilan... Attendons de voir. Ouais, j'en avais parlé dans une précédente émission en disant, quand on avait voulu relancer l'investissement en 61, on avait eu des opérations twist. Donc à l'époque, on était sous un régime monétaire différent, c'était sur la partie courte. Mais là, on pourrait avoir des ventes de 30 ans pour acheter du 5-10 et stabiliser cette partie qui est clé, 1 pour le crédit et 2 pour le refinancement de l'État. Donc, on pourrait avoir un protocole monétaire assez différent, dont on commence à voir les prémices à Jackson Hole. Donc là, l'appréciation du dollar, elle peut trouver des arguments pendant l'été parce que on peut avoir plus d'inflation alimentaire, on peut avoir des chiffres d'emploi qui soient assez bons, mais après, on peut retourner dans un narratif qui serve finalement la politique économique qui vise d'avoir davantage d'investissement. Quand ce sera le cas, là, il faudra appuyer sur le bouton dédollarisation et se mettre très long des monnaies asiatiques, parce que c'est ce qu'on voit au Japon et ailleurs. On a quand même des corrélations un peu étonnantes qui s'opèrent aujourd'hui.
Donc une Fed moins présente sur les parties longues, très longues de courbe, ça a été l'époque quantitative easing, pour être plus précise, plus présente sur la partie de la courbe qui est réellement importante pour l'économie, pour les corporates, les entreprises, etc. Elle peut être moins présente sur du 30 ans et plus présente sur du 5-10. Ah ouais. En fait, on a eu un QE pendant 3 ans qui visait à ne pas réinvestir ce qui arrivait à maturité. Donc le 2,5 est en gros sorti, le 10,5 c'est devenu du court, et le 30 ans c'est devenu du 27, et rien n'est devenu du 5-10. Donc quand vous regardez la composition du bilan de la Fed, vous avez une sous-représentation des maturités 5-10 ans. Et donc vous pouvez avoir un arbitrage entre le 5-10 et le 30. Le point sur lequel je veux arriver, c'est qu'en fait, je suis pas sûr qu'on ait une réduction du bilan, que ce soit aussi simple que ça. Donc je parle pas de QE si pour l'instant on a toujours des tensions inflationnistes, mais je pense qu'il y a un nouvel objectif de la Fed qui sera quand même de limiter la volatilité sur les maturités clés. Ce qu'on appelle une forme de yield curve control. Oui, c'est ça. Oui. On y vient tous, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'endettement, il y a une stratégie d'investissement, donc ils sont là. Donc voilà, je pense que l'arrivée de Warsh marche quand même une forme de un peu changement de mandat de la Fed. Ça va pas se faire une fois, il va pas se décrédibiliser dans son attitude, mais voilà, je pense qu'il faut se préparer sur un chemin en fait monétaire un petit peu différent au cours des prochains trimestres. Puisqu'on disait un mot de la Chine là, alors l'Asie a très bien performé parce que l'Asie est très tech également, à travers 2-3 marchés. Je mets quand même le Japon dedans, mais Corée du Sud bien sûr et Taïwan, laissant de côté toute la partie chinoise. Côté action notamment, est-ce que dans cette logique de diversification, est-ce qu'il y a l'idée d'un rattrapage des valeurs chinoises possible, envisageable, Florian ? Là, ce qu'on a vu notamment en fait ce matin, c'est quand même une stabilisation du PMI sur la partie construction. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Nous, ce qu'on se dit, c'est quand même qu'il y a un potentiel de rattrapage sur la tech chinoise. C'est-à-dire qu'on a un écosystème en fait aujourd'hui de plus en plus performant, qui a une valorisation qui est relativement attractive. Donc voilà, là on a du mal à avoir structurellement des flux vers les émergents avec un dollar qui s'apprécie. Après, si on passait sur un scénario un peu de dédollarisation, on pourrait avoir à ce moment-là en fait un bout de rattrapage qui s'opère sur la tech chinoise. Donc d'après nous, c'est quand même un segment qui est aujourd'hui assez attractif au regard d'un écosystème qui est quand même bien développé et des performances des modèles qui sont assez forts, on le voit, et qui se rapprochent en fait, des modèles américains. Donc voilà. Pour des coûts a priori moins importants. C'est-à-dire que sur les entreprises, il y a 90% des tâches qui pourraient se faire avec des modèles chinois, qui pourraient réduire énormément les coûts. La guerre des modèles, oui, ça c'est sûr qu'on va en entendre parler. La Chine, personne n'est obligé d'investir sur des actions ou des ETF chinois, mais bon, est-ce que ça fait partie des idées C'est-à-dire que du moment, si on sort Taïwan et la Corée du Sud du MSCI émergent, la Chine va retrouver rapidement sa place. Non, le problème, c'est que ces deux pays représentent à eux seuls 50% de l'indice. Et chacun d'entre eux est plus gros aujourd'hui dans l'indice que la Chine. Donc quand on raisonne simplement en termes de flux, sans même parler de fondamentaux, de valo, de quoi que ce soit, c'est, je pense, une des problématiques, c'est-à-dire que le jour où l'un et ou l'autre de ces deux pays basculera dans des indices développés, frontières déjà, faut qu'on les amène à la... Voilà, mais ce jour-là, la Chine reprendra plus que de l'intérêt aux yeux des investisseurs. Ils n'auront pas le choix. Donc je pense qu'il y a un côté indiciel qui est très fort. Je pense que ça rejoint un petit peu la problématique de la rotation des portefeuilles. C'est-à-dire que le jour où la thématique des semi-conducteurs va se calmer, les long shorts qui doivent être pratiqués à l'intérieur, enfin long short ou surpondération, sous-pondération à l'intérieur du MSCI émergent, va rejouer en faveur de la Chine. Donc je pense qu'on boucle un petit peu sur la thèse initiale de la rotation. Il faut que ça se calme sur les semi-conducteurs pour que la Chine retrouve de l'allant en bourse. Bon, c'est pas le jour où ça se calme, ça monte encore là sur les semi-conducteurs. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Vincent Lequertier, WeSave, Mathieu de Clermont, Allianz Global Investors et Florian Roger, BNP Paribas CIB.